Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo d'un livre qui est sorti chez Guitre et Daniel éditeur, qui m'a été offert par Véronique. Alors merci infiniment Véronique de m'offrir des livres merveilleux. Alors la préface est de Stéphane Alix. C'est un livre, alors là, je peux vous dire, exceptionnel. Je l'ai lu en 2 minutes. Je n'ai pas pu sortir du livre. Et notre chouquette internationale, je ne sais plus, j'ai dû lui en parler de ce livre. Elle l'a lu en 2 minutes et demie, pire que moi, la chouquette. Donc là, on va faire un petit extrait de lecture. Vous allez voir, j'ai pas de mots. Je vous cache pas que, étant donné que je suis une maman, j'ai pleuré. Déjà, rien que de voir la photo, ça rappelle des souvenirs. On voit la tête de la jeune fille, jeune femme, posée sur l'épaule de la mère ici. Et voilà la 4e de couverture. Donc, c'est un récit poignant, écrit à 4 mains par Laura et sa mère Renée, porteur d'un message d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves similaires, aux frontières de la vie. En témoignant de leurs histoires auprès de nombreux médias, elles cherchent avant tout à lancer un appel au corps médical et aux autorités de santé pour que les signes annonciateurs de cette maladie si grave et brutale soient connus de tous et correctement interprétés. Bon, moi, je ne vous cache pas que ça m'a un petit peu ramené à mon histoire personnelle, puisqu'en juin, le 25 juin 2004, j'ai fait une pneumonie foudroyante qui m'a laissé des séquelles graves pendant quelques années. Bon, j'ai tout récupéré, j'ai récupéré tous mes poumons, mais j'ai failli mourir. Je me suis reconnue dans cette histoire parce que d'erreur de diagnostic en erreur de diagnostic, les médecins qui m'ont suivi après se sont demandé comment j'étais encore en vie. J'avais 38 ans et j'avais encore 3 enfants à la maison, dont 2 tout petits. Mes enfants étaient petits. Donc ça m'a frappé au cœur, ça a résonné dans mon esprit, dans mon âme. Et c'est vrai que ce livre, il est vraiment d'utilité publique. Il n'y a pas de méchanceté dedans, il y a pas de... C'est vraiment un récit poignant. On va lire un extrait, vous allez voir. Donc le 14 février 2008, les vies de Laura, 20 ans, et de sa mère Renée, tout comme celles de leurs proches, ont basculé. Atteinte d'une méningite foudroyante, dont le diagnostic est posé tardivement, l'étudiante en soins infirmiers comprend qu'elle va mourir. Elle sombre dans un coma profond pendant 10 jours. Ce qui se passe pendant cette période défie l'entendement. Elle vit une décorporation, décrivant une scène dont tous les détails se révéleront exacts. Mais aussi, elle communique par la pensée avec son père, à qui elle demande de la laisser partir. Tous lui disent adieu. Puis, le miracle survient. Ses organes reprennent leur fonction peu à peu et Laura revient à la vie. Commence une longue rééducation pour la jeune femme qui doit repartir de zéro et tenter d'intégrer ce qu'elle a vécu, y compris les épisodes les plus extraordinaires traversés lors de son coma. Il y a des scènes dans ce livre qui peuvent être choquantes, mais ce sont des vraies scènes et c'est un vrai vécu. Le livre n'est pas lourdingue. Quand je l'ai ouvert au début, je me suis dit « Oh, je vais m'ennuyer », mais sachant que c'était Véronique qui m'avait envoyé quand même les livres de Catherine Jacob, qui m'a fait découvrir aussi
les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est dommage, j'oublie souvent le nom des écrivains, mais il est là. Hein. C'est pareil, c'est aux éditions Exergue, je crois, de mémoire. Enfin bref, elle m'a fait découvrir vraiment des livres merveilleux. Je me suis dit non, il faut que tu continues. Donc le début peut être un peu, voilà, bon, il y a la préface. Vous en penserez ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas trouvé épatante cette préface. De toute façon, je ne suis pas fan du tout de l'auteur qui a fait la préface, mais je ne porte pas de jugement. Hein. Chacun ses goûts. C'est important de pouvoir partager et d'échanger. Donc, vous voyez, ça commence par moi, c'est Laura. J'ai 20 ans. 20 ans au sein d'une famille unie et aimante. Une journée a chamboulé le cours tranquille de ma vie. Le bonheur que l'on pense acquis quand on le détient. Le pire cauchemar de toutes les mamans. Ce malheur que l'on ose imaginer. Laissez-moi vous raconter mon histoire, ma douleur, mon combat. C'était le 14 février 2008, tout a basculé. Alors 14 février, c'était le jour de la Saint-Valentin. Et alors ce que j'ai aimé dans ce livre, donc c'est les chapitres. Et puis il y a une dédicace, alors je voulais rendre hommage à l'association petitange.com. La méningite, c'est trop grave pour ne pas s'informer. Donc, la dédicace de l'association Petit Ange, nous avons décidé de conclure notre récit en citant une association choisie parmi d'autres et le témoignage de sa présidente, Patricia Méran-Sorel. De nombreuses personnes donnent de leur temps, de leur énergie pour écouter, pour soutenir, mais également pour faire connaître les dégâts de la méningite, faire reconnaître la nécessité de la vaccination. Alors j'espère que ça ne va pas encore faire monter quelques énervés du citron au créneau, cette histoire de vaccination. Personnellement, j'ai fait vacciner mes enfants, ayant vu les dégâts que ça pouvait produire une méningite et flinguer une vie et perdre un enfant. Je n'ai pas su reconnaître les signes de gravité de la méningite qui a emporté ma petite fille il y a 11 ans. Aujourd'hui, je le pourrais parce que j'ai entendu des dizaines de parents me raconter leur histoire. Elles ne se ressemblent guère. Les symptômes n'arrivent pas tous dans le même ordre, même si au final, ils sont tous là. On pense d'abord à une rhinopharyngite, une bronchite, une gastro-entérite, des maladies fréquentes chez les petits. On voit bien qu'il se passe quelque chose d'anormal, qu'il n'est pas comme d'habitude. Peut-être ai-je perdu du temps parce que je n'ai pas voulu paniquer. La fièvre ne tombe pas, malgré le paracétamol, mais on se dit qu'il agira plus tard. Et puis, quand la maladie se déclare, la nuit, on se rassure en se disant que l'enfant dort. Mais c'est une grosse erreur. Il faut se fier à son instinct et à partir de là, agir vite. Oui, parce que les 3/4 du temps, on se réveille le matin et l'enfant est décédé. Autant vous le dire tout de suite. Donc, dans ce livre, c'est pas un livre procès, hein, bien évidemment. C'est un livre où elle raconte son parcours et elle raconte sa décorporation. J'ai beaucoup aimé ce passage et elle raconte comment la télépathie s'est mise en place tout à fait naturellement. C'est une fonction que nous avons mis de côté au fil du temps et au fil de l'évolution de la race humaine, et nous sommes en train de retravailler nos facultés spirituelles. Alors ça tombe très bien ce livre, parce que ce livre, justement, cette petite jeune fille qui n'était pas du tout portée sur l'ésotérisme, absolument pas. Elle avait une vie normale, étudiante, un petit ami joyeux, des copains, des copines, une vie familiale épanouissante, et cette famille a été frappée de plein fouet. Mais quelque part, je me dis, pas par hasard, puisqu'il est né ce livre et que cette association a mis sa petite patte. Donc c'est l'association www.associationpetitange.com pour ceux qui voudraient
se renseigner et se rapprocher d'une association qui parle de ces maladies très très graves. Si on peut faire un peu de prévention au passage, pourquoi pas que ce livre soit utile, parce que c'est ce qu'elle a voulu, Laura. Laura et sa maman. Alors, c'est très facile à lire. Vous allez voir, déjà, c'est écrit gros. Alors, au début... Ah oui, je sais, vous êtes pressés que je rentre dans la lecture. Au début, donc édité en 2016, au début, je vous dis... j'ai eu un ressenti. Je me suis dit... Je sens que je vais souffrir. J'ai senti tout de suite que j'allais souffrir, et puis je me suis dit, oh, ça va me rappeler trop des cas médicaux, hein, puisque vous savez que j'ai été personnel soignant. J'ai oscillé entre la fonction d'infirmière et la fonction d'aide-soignante. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que Laura, à un moment donné, elle explique bien cette fonction, et elle dit que elle a choisi d'être infirmière, et puis après vous verrez dans le livre, je ne vais pas spoiler, hein, mais vous verrez que, donc je vous disais, c'est bien écrit parce que on voit les échanges d'écriture entre la maman. Vous voyez, c'est pas écrit pareil quand c'est la maman et quand c'est Laura. Vous voyez, c'est important parce que quelquefois le récit est lent au début, et puis vous allez décoller, et vous ne pourrez pas être perdu entre le récit de la maman, donc la vision de la maman, et la vision de Laura. La maman, c'est Renée. Alors, on va laisser les guides choisir en synchronicité quel passage ils veulent vous délivrer, en bibliomancie, mais vous ne ressortirez pas indemne du tout de cette lecture. Et effectivement, il y a beaucoup de travail à faire avec le personnel médical, et notamment les médecins. Alors, il y a des médecins, moi j'ai un très bon médecin qui est très psychologue. D'ailleurs, j'ai été voir ce matin avec mon mari, il n'était pas du tout content de ce qu'on lui a raconté par rapport à la pathologie de mon mari, qui est très grave. Et il n'a pas du tout apprécié l'attitude du jeune médecin, qui nous a simplement fait un état des lieux et qui nous a dit la vérité, hein, il fallait qu'on l'entende aussi. Mais il n'a pas du tout aimé, parce que mon médecin reste quelqu'un de très positif, et il sait aussi qu'une partie de la guérison, même quand c'est un cas d'école, une partie de la guérison passe par l'aspect psychologique. On peut cristalliser des émotions aussi qui peuvent rester dans le corps physique, et ça c'est très grave. Donc il n'était pas du tout content. Donc il ne faut pas prendre mal, tous les médecins ne se comportent pas comme le médecin qui a reçu Laura ce soir-là. D'ailleurs, elle a été remerciée, sa doctoresse, médecin de famille, qui lui a sauvé la vie finalement. Donc courage aux médecins et hommage à eux. C'est parti. L'espoir. Ah bah tiens, justement, je vous parle de cas d'école, et installez-vous confortablement, détendez-vous. Je sais qu'il y a des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui attendent leurs petits instants de lecture et qui attendent de pouvoir s'offrir un beau livre. Ce livre, je vais l'offrir, je ne payerai pas les frais de 5 € parce que ça fait beaucoup de 5 € à la fin du mois. Donc, vous écrirez sous cette vidéo si vous souhaitez gagner ce livre. Ce sera un tirage au sort si la lecture vous a plu. Voilà. Installez-vous. C'est parti pour le chapitre 7, l'espoir. Nous allons tous voir Laura, nous relayons Julien et moi à son chevet. Pauline et Johan viennent également à leur tour. Je ne peux les voir souffrir en regardant leur sœur. J'essaye de les dissuader de venir tous les jours. Tant qu'elle est dans le coma, ce n'est peut-être pas utile de leur infliger cette douleur. Le soir, lorsqu'ils viennent dîner, leurs paupières boursouflées trahissent leurs pleurs. Je suis un zombie.
Dès que je rentre, je prends un calmant et cours sur les forums internet pour m'informer sur cette saleté de maladie, où bien souvent une mère pleure un enfant décédé, ou espère, grâce à de nouvelles amputations, que son cauchemar se termine bientôt. Je pense au bras de Laura, qui se nécrose de plus en plus. La docteure, elle, le surveille particulièrement. L'amputation, pour les rescapés de cette maladie, est malheureusement fréquente. Josiane est une femme remarquable. Elle ne demande rien. Un regard lui suffit pour savoir si je vais bien ou pas. Elle s'occupe si bien de Samy et des enfants. Je suis complètement absente. Avec tout ce monde présent à la maison, elle n'arrête jamais. Je ne m'intéresse plus à rien et je n'ai pas le courage de parler. Pauline et Johan ont perdu non seulement leur sœur, mais également leur mère. Je passe mes journées aux côtés de Laura, mes soirées sur le net. Elle ne quitte jamais mon esprit. J'ai si peur de la perdre. Donc là, vous voyez, c'est l'écriture de Renée, la maman, hein, c'est en gras. Je suis chez des personnes âgées. La grand-mère est vêtue d'un tablier passé sur une blouse. Le grand-père est dans son fauteuil. Il y a des chiens sur le balcon. C'est rassurant d'être là. Ils sont gentils. Le grand-père m'invite à le suivre vers la baie vitrée. Ensemble, nous regardons le vent souffler dans les feuilles des peupliers, puis, sur la droite, il me montre des poules picorant le sol. Ça respire la campagne. C'est tellement bon d'être là. Donc là, c'était Laura. Nous repartons sur le récit de Renée. Mardi, le médecin nous informe de son intention de sortir Laura du coma. Il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'elle ne se réveille. Il nous explique lui avoir injecté auparavant un poison qui paralyse ses muscles, du curare, afin de la plonger dans un coma artificiel. Ils vont maintenant arrêter progressivement ce produit. Ses muscles devraient bouger de nouveau et elle devrait se réveiller. Mais ce réveil sera lent et pourra durer plusieurs jours. Ils arrêtent la ventilation précoce et la remplacent par une ventilation conventionnelle. Laura respire moins bruyamment et n'est plus secouée par ses soubresauts respiratoires. Il faut préparer sa chambre. Je lui mets de la musique, je la parfume, j'affiche ses photos préférées sur le mur face à son lit. Si elle se réveille, sans que nous soyons présents, elle aura peut-être besoin de repères visuels, auditifs ou olfactifs. Elle aura moins peur, attachée et entubée sur ce lit d'eau. Je suis encouragée par Jésus, qui me conforte dans mes idées et insiste sur l'importance de notre présence auprès de Laura. Dans le service de Réa, il constate souvent que les patients qui sont entourés durant leur coma ont plus de chances de guérison que ceux qui sont seuls. Entendent-ils? Ressentent-ils notre présence? 2 hommes entrent dans la chambre. Je suis surprise, car je ne les ai encore jamais vus. Ils sont costauds, avec un physique de déménageurs. Ils poussent une machine avec des sangles, un lève-malade. Ils se présentent, aides-soignants. Ils viennent pour la toilette. Cette machine, c'est pour soulever Laura, afin de lui laver le dos. L'un d'eux a un fort accent du Midi. Il regarde les photos de Laura en souriant. L'une d'entre elles avait été prise lors d'un saut à l'élastique. On y voyait Laura tête à l'envers, sourire aux lèvres. Elle avait concrétisé ses rêves d'adolescente pour ses 18 ans. Piercing sur la langue et saut à l'élastique, ce qu'on lui avait interdit de faire avant sa majorité. Il me parle alors du lieu. « Mais c'est en Normandie, ça vaut pas le sud. Quand elle sortira de là, il faudra l'emmener faire un petit saut là-bas. » Je l'écoute. C'est tellement bon d'entendre qu'elle peut encore avoir des projets. Elle aura encore une vie après. Depuis son arrivée, les soignants ne me parlent que de soins. Et lui, avec son accent ensoleillé, me parle de son avenir. C'est tellement bon. Mercredi. Toujours aucun signe de réveil. Laura dort profondément. Les médecins lui font passer un scanner cérébral. Les résultats ne sont pas encourageants.
La docteure, elle, m'explique que la radio devrait montrer les dessins de son cerveau. Et là, son cerveau est lisse. Elle fait un œdème. Les 2 taches noires visibles sont des traces d'AVC. Les petits points noirs sont du purpura. Il faut attendre son réveil. Les amis de Laura sont venus en nombre aujourd'hui. Ils lui chantent des chansons à travers le micro mis à leur disposition dans le couloir des visiteurs. Chacun leur tour, ils défilent devant la petite lucarne de la chambre. Ils lui parlent, lui disent qu'ils l'aiment, lui racontent une petite anecdote vécue ensemble. Dans la chambre, les bips sont réguliers. Laura a l'air reposée. Quand l'heure des soins arrive, on referme cette fenêtre. Et je repars dans notre pièce, attendant le feu vert des infirmiers pour retourner auprès d'elle. Les jeunes viennent me chercher et insistent afin que je sorte de cet endroit. Ils m'emmènent boire un café avec eux dans un petit bar à proximité. Il fait beau. On s'installe en terrasse. Je les regarde, les écoute. Ils sont souriants et tous très confiants. Alicia est tellement forte. Elle a un sourire qui dégage du bonheur. Elle me fait à nouveau respirer. Ce peu me fait réaliser que la vie continue, qu'il y a encore le soleil dehors, que mes enfants ont besoin de moi. Il faut que je sorte de ce cauchemar. Mais l'heure tourne. Il faut que j'aille voir Laura. Je les laisse sur cette terrasse et repars vers cet hôpital si triste, cet hôpital sans air ni soleil. Je rentre dans le hall et constate qu'il y a toujours autant de personnes tristes et seules. Tous les jours, des patients s'éteignent dans cet endroit. Tous les jours, de nouveaux visages traumatisés par la peur de perdre un proche. Je m'assieds dans notre pièce. Julien vient me rejoindre. Jeudi. Enfin quelques signes de réveil, malgré une forte fièvre. Ses doigts. Elle bouge ses doigts. Pauline est avec moi. Ce mouvement nous met dans un état d'euphorie. Nous décidons alors de lui chanter Édith Piaf, une de ses chansons préférées, La vie en rose. Un vrai massacre. Nous chantons vraiment comme des casseroles. Nous éclatons de rire. Si elle ne se réveille pas avec ça... Les pauvres infirmiers endurent ce supplice sans nous interrompre. À l'heure des soins, j'emmène Pauline dans un petit café au coin de la rue. Dans notre pièce, l'air est pesant et la sortie de la veille m'avait tellement apaisée. Je prends un café gourmand, une cuillère de Nutella nageant dans un café chaud sous un nuage de chantilly. Un délice. C'est la première fois que j'apprécie à nouveau le goût des aliments. J'ouvre un œil et je vois mes photos sur un mur en face de moi. Oh là là, elles dansent. J'ai peur. Il fait nuit et je suis seule. La femme de Tony n'est plus là. Ils ont retiré son lit. Je ne suis plus dans ma chambre. Il y a du bruit partout. Je veux appeler au secours, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je suis ligotée sur un lit avec un tube dans ma gorge. Je vois une femme apparaître derrière mes photos. Elle a un appareil photo et me flash sans arrêt. Je vois plus rien, j'entends rire. Je suis nue, attachée sur un lit, intubée, sondée, et quelqu'un me mitraille et rit. Les médecins retirent les pousse-seringues. Au fil des heures, beaucoup moins de liquide injecté dans son corps. Elle perd sa masse d'eau à vue d'œil. Très vite, elle retrouve ses 58 kilos. Ses yeux peuvent enfin tenir fermés sans stéristrip. Elle reprend forme humaine, mais tout aussi vite, elle perd beaucoup d'autres kilos. Alors, j'ai juste commencé la page du chapitre 8 qui s'appelle Le miracle. J'irai jusqu'à la fin de la première
du premier petit paragraphe parce que je ne veux pas spoiler. Vous l'aurez compris, le rythme de ce livre est génial. L'écriture est géniale. Et je lirai vos commentaires. J'ai beaucoup aimé vos derniers commentaires sous mes dernières vidéos de lecture. Ça m'aide à continuer, ça m'encourage aussi parce que c'est fatigant, la lecture à haute voix. Mais ce livre, vraiment, vous allez l'adorer. Le miracle. Vendredi. Enfin, elle ouvre les yeux. Pour elle, ce n'est que le commencement de sa maladie. Regard affolé. Elle ne peut pas communiquer, elle regarde ses mains liées. L'infirmier lui explique la situation. Je sais qu'elle veut me dire quelque chose. Ses mains. Cela la traumatise de les voir liées sur le lit. Je demande à Jésus si c'est bien nécessaire. Il me dit qu'elle risque de s'arracher l'intubation, donc d'abîmer sa trachée ou ses cordes vocales. Mais ses muscles ont tellement fondu qu'elle ne trouverait sûrement pas assez de force pour lever ses mains jusqu'à sa bouche. Il la détache sur ma demande. Je pense qu'elle va cesser de s'agiter. Mais c'est le contraire qui se produit. Elle s'énerve de plus en plus, faisant des grimaces. Elle force pour soulever ses bras. « Non, Laura, si tu bouges tes bras, il faudra tâcher de nouveau, » lui dis-je. Ne m'écoutant pas, elle mord l'intubation avec violence et réussit à soulever son bras. Je bondis pour l'empêcher d'atteindre sa bouche et appelle Jésus en le suppliant de la rattacher. Elle me maudit avec ses yeux violacés. Bon, allez, je vais continuer un petit peu. Bien sûr, mon réveil est comme un rêve, flou et irréel. J'ouvre les yeux et je vois quelque chose de noir sur mon poignet droit, une chose en relief comme une sangsue. Il faut que je la retire. Mon poignet gauche est percé par une aiguille intraveineuse et recouvert de pansements. Cette chose noire empêche qu'il me perfuse sur ce poignet. C'est au moins ça. Mais c'est sale et c'est collé à ma peau. Je me sens déjà assez crasseuse. Mes cheveux puent et mes dents qui n'ont pas été lavées. Depuis combien de temps déjà ? Bref, il faut que je l'enlève. Mais comment ? Il faut déjà que je retire ce qui me gêne dans ma gorge. Mes mains ne bougent pas, alors que mon cerveau leur dit d'arracher ces tubes qui m'empêchent de déglutir et qui font que ma salive coule le long de mon menton. Petit à petit, seule face à mon corps désobéissant, je réussis à le mater et à approcher ce fameux tuyau qui m'empêcherait de parler et d'embrasser mon amoureux dès son arrivée. Maman a vu mes mains se lever de plus en plus haut vers les tubes. Elle demande à ce qu'on m'attache. Quelle horreur ! Être attachée ! Déjà que je dois rester clouée dans ce lit et en plus je ne pourrai pas bouger. Je veux qu'on me désintube. Je veux me laver les dents, marcher et surtout boire. J'ai si soif. Elle veut communiquer. Nous sommes d'accord sur un battement de paupières pour dire oui et 2 pour dire non. Ce langage codé s'est vite transformé. Quand elle refuse quelque chose, elle fronce les sourcils en gonflant les narines. Maman est là. Je lui fis signe de vouloir écrire pour échanger. On me donne alors une feuille et un stylo. Mais là, horreur. Mes mains ne répondent plus et ne font que des gribouillages. Je veux écrire. Je veux voir papa. J'arrive difficilement à faire un P sur ma feuille, malgré mes liens détendus. Maman me dit « Tu veux voir papa ?» Je cligne des yeux pour dire oui. Ensuite, je m'applique pour faire un I. Maman me dit qu'elle va prévenir papa et Julien, que je veux les voir. Je veux les voir. Laura veut voir son père et Julien. Je sors précipitamment et appelle à la maison. Josiane me répond. Samy n'est pas là, il est avec Serge et David sur notre chantier.
David était en vacances dans la région. Nous étions en train de construire la maison de nos rêves, dessinée par ma cousine, la femme de David, Stéphanie. Dès qu'il a appris que Laura était malade, il est venu nous soutenir. Samy étant le maître d'œuvre des travaux, il passe ses journées là-bas afin d'avancer et surtout d'oublier, de ne plus penser à cet enfer. Mais ce jour-là, il n'a pas pris son portable et Serge non plus. J'appelle David, j'insiste pour qu'il me réponde. Dis à Samy que Laura est réveillée et qu'elle veut le voir. C'est le jour de la reprise de travail de Julien. J'essaie tout de même de l'appeler. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais en moins d'une heure, ils étaient là tous les deux. Beau et tout propre. Beaucoup de nos proches ont transité par ce couloir de réa. Lorsque ma mère est venue voir Laura réveillée, j'ai demandé aux infirmiers si elle pouvait rentrer dans la salle de soins. Là, ils m'ont disputé comme on gronde une enfant. Comment ? Vous n'allez pas laisser sa grand-mère aller l'embrasser ? Je ne voulais que la protéger du monde extérieur, des microbes, des bactéries. Je ne m'étais pas rendu compte de la douleur de mes proches, du besoin qu'ils pouvaient avoir de la toucher, de l'embrasser, de lui parler. Lundi, Laura n'en peut plus. Elle ne supporte plus ces tuyaux. Je lui passe de la gaze humide sur ses lèvres, le long de ses gencives. Le long de longs fils de salive épaisse sont formés. C'est une puanteur. Je lui retire la salive solidifiée sur ses dents. Il faut la désintuber, mais les médecins disent que c'est trop tôt. C'est un supplice pour elle, ces aspirations. Et puis le liquide qu'ils aspirent est clair, en faible quantité. Ce sera pour bientôt. Ils ont déjà changé le respirateur, moins agressif, mais elle a toujours besoin d'oxygène. Elle est trop agitée. Ses reins sont OK, son cœur aussi, et elle n'a plus besoin d'être transfusée. Elle s'énerve sur la canule qui protège l'intubation. Elle la repousse avec sa langue. La canule tombe dans le lit. Laura se met à mordre le tube violemment. Je suis effrayée. J'appelle une infirmière en urgence. L'infirmière arrive avec une aide-soignante qui sent la cuisine chinoise. Elle demande à Laura de desserrer les dents afin de pouvoir replacer la canule. Laura la regarde méchamment et serre encore plus fort les dents. J'interviens alors et essaye de la calmer. Je lui passe une compresse humide sur les lèvres tout en lui murmurant de nous faire confiance. L'infirmière réussit alors à lui replacer la protection dans la bouche. Laura, à bout de force, s'endort. Bon. Je vais vous laisser là avec ces deux extraits de ce livre fantastique. Je remercie encore une fois Véronique, qui est une petite étoile de la communauté et qui vous permet du coup de découvrir de très 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 beaux livres. Celui-là, il est juste fantastique. Je vous l'offre par tirage au sort. Je sélectionnerai un ou une gagnante. Je ferai un appel en vidéo, donc surveillez bien. Et sous votre commentaire, vous me marquerez que vous souhaitez recevoir le livre. Je vous donnerai mon adresse mail, on échangera en mail. Je vous donnerai les liens pour la somme de 5 € qui est juste le prix de l'envoi postal, rien de plus. Et vous recevrez le livre chez vous. Je suis très très heureuse de faire circuler des partages sur la chaîne. Pour les nouveaux abonnés, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Vous posez des questions réelles et sérieuses. Vous ne me connaissez pas très bien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, j'essaie toujours de prendre un peu de temps pour chacun. Ça vous étonne, je le sais, mais cette chaîne, elle a été créée avec une lumineuse qui s'appelle Stéphanie, qui va très bien d'ailleurs, dans l'univers dans lequel elle continue son évolution. Et cette chaîne se veut rester dans l'échange et le partage. Je vous dis namasté. Vous pouvez aussi participer pour l'offrir à quelqu'un, ce livre, bien évidemment. Je vous dis namasté et n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est-à-dire de cliquer sur le petit pouce qui est dans ce sens-là, évidemment. Des fois, vous vous trompez, j'ai des strikes. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Moi, je partagerai sur mes réseaux. Cette expérience de vie, vous verrez dans le contenu du livre jusqu'à la fin,
mérite vraiment d'être diffusé en masse. C'est un témoignage vibrant qui doit vraiment, j'espère, faire changer les choses et que ça bouge un peu au niveau psychologique aussi. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner en vous créant un compte Gmail. C'est très important pour moi parce que il y a des petits robots sur le YouTube et pour les statistiques, vous abonner, c'est une marque de reconnaissance. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.